Nous accueillons Bénédicte. Alors, je rappelle que les visioconférences sont enregistrées. Donc, vous retrouverez évidemment ces vidéos euh, donc disponibles, ainsi que les supports, les diaporamas qui ont servi aux présentations. On vous laisse 2 minutes pour vous installer, parce que là, on change d'horaire et on change de séquence. Eh bien, je vais en profiter pour présenter brièvement Bénédicte Senki. Alors, c'est Senki, Sanki, la prononciation, je ne veux pas faire de bêtises. Bonjour, Senki, ça va Bonjour. très bien. Senki, très bien. Bénédicte Senki, donc, qui est géologue et maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier depuis 2010. Elle a une grande expertise de travail sur le terrain, en minéralogie, en pétrologie, en géochimie et en géochronologie, et également géologie structurale, tectonique et modélisation numérique. Et ça lui permet d'aborder 2 problématiques majeures en sciences de la Terre. La première, c'est comment se forment et disparaissent les chaînes de montagne. Et la seconde, où trouver les ressources minérales nécessaires à la transition énergétique. Voilà, c'est un sujet avec une importance majeure en ce qui concerne les enjeux. Et Bénédicte va nous parler aujourd'hui des ressources minérales et de la transition énergétique. Voilà, donc comme tout à l'heure, Bénédicte va dérouler son propos pendant une demi-heure, et ensuite on vous retrouve pour la séance des questions. Voilà Bénédicte, bienvenue et à toi la parole. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez correctement? C'est bon? Alors, C'est parfait. Voilà, ouais, je maintenant vais tu dois juste avoir ton retrouver diaporama. les 3 petits points où je pouvais montrer des choses sur le diaporama. C'est sur le crayon, c'est ça? Hops. Non, oui, oui, tout à fait. Style, voilà, style, hops. On va mettre en rouge au cas où je vous montre des choses. On est bon là? C'est bon? Vous avez vu un petit rond rouge? Voilà, super. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bénédicte Senki. Merci pour la présentation. J'avais préparé 2 slides de présentation également. Je vais vous dire 2 mots à propos du lien entre transition énergétique et les ressources minérales qui sont sous-jacentes à cette transition énergétique, si on l'effectue comme vraiment basée sur des technologies. Donc, la prochaine diapo. Hop, voilà. Donc, en 2 mots, mon parcours, parce que vous êtes toutes et tous encore au lycée. Mais donc, moi, je suis maître de conférence à Montpellier, à l'Université de Montpellier depuis 2010. Mais j'ai eu un parcours un petit peu long, avec beaucoup de temps à l'étranger aussi. J'ai eu ma thèse en 2003. En Allemagne, à l'université de Bonn. Et avant, j'ai fait mon baccalauréat en 1994 et j'ai commencé par quelques années de physique-chimie avant de passer en études de sciences de la Terre. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'assistance, donc probablement plus en cours de SVT, il faut savoir que les sciences de la Terre sont beaucoup basées aussi sur la physique et la chimie de la Terre. Donc, j'ai eu un parcours, j'ai travaillé à l'étranger, en Suisse, à Berne, à l'Open University en Angleterre, et j'ai également eu l'occasion de partir à Sydney pendant 1 an et demi. Donc le métier d'enseignant et de chercheur nous fait quand même beaucoup voyager, et surtout en sciences de la Terre. En termes de discipline, donc beaucoup de disciplines associées à la géochimie, chimie de la Terre, et physique de la Terre, comme la modélisation numérique, mais toujours avec un aspect qui est naturaliste. On regarde d'abord les objets sur le terrain de manière naturaliste avant d'aller regarder la minéralogie, les minéraux, la pétrologie et faire des analyses plus poussées. Donc voilà 2 mots sur mon parcours. Et maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc l'humanité, pour générer son énergie, le mix énergétique mondial a beaucoup varié depuis quelques siècles, depuis le début du 19e siècle. Donc ce graphe, dans l'axe X, vous avez le temps depuis le début du 19e siècle, et en ordonnée une consommation d'énergie primaire avec ces différents codes couleurs qui sont les différentes sources d'énergie. Et donc l'humanité se base principalement sur les ressources fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, le charbon, principalement. Et il y a 2 choses donc, qui sont basées sur ce graphe. C'est cette augmentation drastique au cours des derniers siècles de
la consommation d'énergie primaire par l'humanité et qui est principalement basée sur les énergies fossiles. Et c'est ce qui génère donc les énergies fossiles qui font des réactions irréversibles, qui produisent du CO2 et qui engendrent ces changements climatiques avec tous ces événements extrêmes dont nous sommes le témoin actuellement. Donc, je ne vais pas parler sur de la crise climatique, mais je vais parler de ce que nous mettons en place en termes de société sur les énergies renouvelables notamment et la tension qu'elle va générer sur les métaux et les minéraux. Juste une petite slide en aparté. C'est que cette augmentation exponentielle de la demande en énergie, elle est basée sur aussi, elle est corrélée à une augmentation, pareil là, depuis le XVIIIe siècle, de la population mondiale. Augmentation drastique de la population mondiale. Le slide est en anglais, mais on voit très bien cette augmentation drastique. Moi, quand je suis née, c'était à peu près vers cette époque-là. On n'était que à peu près 4 milliards sur la planète et bientôt, on sera 8 milliards. Alors, la solution que nous avons trouvée collectivement depuis quelques décennies, c'est de passer d'une économie brune basée sur les combustibles fossiles principalement et de transitionner collectivement vers une économie qui est dite verte. Une économie dite verte dans laquelle on utiliserait l'énergie du soleil pour fabriquer de l'électricité à travers la fabrication de panneaux solaires, l'énergie du vent pour fabriquer de l'électricité, pour fabriquer des éoliennes, mais ces objets, il faut les fabriquer. Et on aura besoin, pour fabriquer tous ces panneaux solaires, ces éoliennes, etc., d'une grande quantité de métaux et de minéraux. Et c'est pourquoi ce sujet dans lequel je vais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment d'actualité, c'est un sujet d'actualité lors des annonces de la planification écologique qui date d'un peu plus d'un an de notre président Emmanuel Macron, le grand inventaire des ressources minérales. Donc, ils ont bien compris le sous-jacent de cette transition énergétique, c'est les ressources minières et minérales. C'est une des priorités de cette planification écologique. Donc, on est vraiment dans une problématique des plus importantes pour la transition écologique. Déjà, il faut savoir, avant d'aller plus spécifiquement sur les métaux et les minéraux nécessaires à la transition énergétique, il faut savoir que l'humanité, déjà, a besoin de beaucoup et de minéraux. Si vous regardez autour de vous dans votre salle de classe, ben vous êtes dans un bâtiment pour les fenêtres, il faut du quartz pour faire les vitres. Pour les murs, il faut des briques, des argiles pour fabriquer des vitres. Toutes les fondations, le béton, on a besoin du calcaire pour fabriquer du ciment, des argiles. Et en fait, même dans notre société, on va dire les sociétés avant l'ère industrielle, l'humanité nécessitait par personne une grande quantité de matériaux, notamment des granulats. Donc ça, c'est un graphe, c'est à peu près dans la vie moyenne d'un Américain, de la quantité de matériaux de base qui sont nécessaires. Des granulats, donc plusieurs centaines de tonnes, en passant par l'aluminium, votre canette de coca que vous allez boire à midi, le cuivre pour la conductivité, le plomb, le zinc. Donc ça, c'est des métaux de base que l'humanité a toujours eu besoin. Alors, comment ça se passe pour la transition énergétique? Il y a des personnes qui ont réfléchi à la quantité de matériaux. Donc ça, c'est un graphe. En X, vous avez le temps. Là, on est en 2020, dans la période de temps 2020-2024. Le graphe va jusqu'à 2050. Et en axe Y, vous avez des millions de tonnes. Donc, c'est tous les matériaux nécessaires confondus. On verra qu'il y a des disparités entre les différents métaux, mais en termes de quantité de matériaux nécessaires. Vous avez 3 courbes qui correspondent à des scénarios énergétiques qui limiteraient le réchauffement climatique. Le scénario énergétique le plus ambitieux, c'est cette courbe qui est violet foncé. C'est celle qui est avec la plante la plus forte, qui limiterait le réchauffement climatique à moins de 2 degrés.
Dans ce scénario très ambitieux, la quantité actuelle de métaux nécessaires, on est à 40 millions de tonnes. Tout simplement, en 25 ans, elle quadruplerait, donc même plus que quadruplerait. Dans des scénarios plutôt intermédiaires, cette courbe qui est bleu clair, c'est une courbe qui fait un mix énergétique pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, et la courbe vert clair, qui est aussi en augmentation, est un scénario de référence. Donc, première leçon, c'est des modélisations qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie. La quantité globale de métaux nécessaires à faire cette transition énergétique nécessiterait une augmentation drastique de ces métaux qui sont nécessaires, des ressources minérales en général. Le deuxième point, donc ça c'est un autre graphe avec le temps en axe X, vous avez le début du XVIIIe siècle, et il n'y a pas d'unité en ordonnée. Vous avez pareil une courbe d'augmentation exponentielle qui vous montre ces petites pastilles, c'est les symboles chimiques de différents métaux. Au XVIIIe siècle, l'humanité utilisait principalement du plomb, du zinc, du cuivre, du fer. C'est ce qu'on compte sur les doigts des deux mains. Mais actuellement, nos technologies nécessitent toutes ces pastilles d'éléments chimiques qui correspondent pratiquement à tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev. Donc, deuxième point important, c'est que cette transition énergétique, elle va non seulement demander une très grande quantité de métaux, une forte augmentation de quantité globale de métaux, mais aussi une grande diversité de métaux. Alors, petit rappel, ce tableau périodique des éléments, vous êtes tous au collège ou au lycée, vous avez dû le voir probablement dans votre cursus. Vous avez tous ces éléments, donc c'est un tableau périodique un petit peu différent de celui que vous voyez en classe, où vous avez des éléments associés à leurs utilisations. Je vais attirer votre attention, je vais parler dans un premier temps, un petit exemple de la silice. Donc ça, c'est un élément chimique qui est très commun dans la croûte terrestre, parce que beaucoup des roches et minéraux de la croûte terrestre sont composés de silice. Dans cet exposé, je vous parlerai aussi des terres rares, qui sont les lanthanides, ici, qu'on retrouve ici en bas, de la masse 57 à 70. Oups, voilà. Et voilà, pour aujourd'hui, un petit peu, j'attirerai votre attention en fin de discussion sur un projet de recherche que j'ai actuellement, pour vous montrer que je travaille vraiment sur cette thématique, du germanium, de l'indium et du gallium. Voilà, donc je vous parlerai dans cet exposé, faire des petits flashs en utilisant des exemples de ces 3 systèmes chimiques, des éléments chimiques. Dans un premier temps, la silice, quel est le lien entre les éléments qu'on a besoin pour nos technologies et les roches et les minéraux? Vous avez ici une magnifique photo d'un cristal de quartz. Le quartz est composé de dioxyde de silice, SiO2. Comment on passe à partir d'une roche? Les roches qui sont principalement constituées de silice peuvent être des grès, mais ça peut être aussi des granites, différents types de roches qu'on trouve en abondance dans la croûte terrestre. Et ces roches sont composées de minéraux, notamment de quartz, de formule chimique SiO2. Et après, ce sont des procédés, on va dire, métallurgiques qui vont extraire le Si, l'élément Si métal, pour après pouvoir l'utiliser dans différentes technologies, notamment la silice, c'est utilisé dans des alliages, dans des silicones et également dans certaines cellules solaires. Voilà. Donc, pour avoir des éléments chimiques purs pour fabriquer nos technologies, eh ben, il faut tout un processus à partir d'une roche qui est naturelle, des processus géologiques qui vont concentrer ces éléments dans des minéraux. Et après, c'est la main de l'homme, les chaînes industrielles de l'homme, les chaînes métallurgiques, qui vont extraire ces éléments d'intérêt pour en faire des éléments purs.
Donc la silice, c'est un élément qui est très abondant dans la croûte terrestre. Mais certains métaux, notamment pour la transition énergétique, vont être critiques. Alors la criticité des métaux, peut-être que vous l'entendez un petit peu dans les médias, c'est une définition qui n'est pas du tout géologique. C'est une définition ici en X sur les risques d'approvisionnement, donc de très faible à très fort à droite, et une importante stratégique, alors là, pour une certaine économie, l'économie française, ce graphe. Donc, de très faible ici en bas, proche du zéro, à très fort. Alors, ce n'est pas des graphes qui sont forcément quantifiés, ça reste semi-quantitatif. Et tous ces points sont différents métaux qui ont plus ou moins forte criticité, sachant que les terres rares sont parmi les éléments les plus critiques. Donc, les éléments les plus critiques, c'est ceux qui sont dans ce cadran rouge. Alors, il n'y a pas spécifiquement dans ce cadran rouge, mais vous avez toute une panoplie des éléments chimiques dans ces cadrans orange et les cadrans jaunes, qui sont des éléments sur lesquels pèse un fort risque d'approvisionnement et qui ont une forte importance stratégique pour l'économie française. Notamment, on retrouve les terres rares parmi les plus importants. Et notamment, c'est le gallium et le germanium également qui sont localisés quelque part ici. Voilà. Donc, des éléments importants pour l'économie française. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pèseraient des risques d'approvisionnement qui n'ont rien à voir avec la géologie? Sur cette carte, vous avez donc une map monde avec différentes couleurs qui montre l'origine des métaux utilisés, des métaux critiques qui sont utilisés par l'industrie européenne. Donc, sur cette map monde, les codes couleurs correspondent à différents éléments chimiques que vous retrouvez ici dans la légende à droite. Alors, c'est marqué en anglais, mais les noms sont très proches. J'attire votre attention sur ces éléments qui sont rouge-rose, HREE-LREE. C'est Light Rare Earth Elements et Heavy Rare Earth Elements. Ce sont des terres rares que j'ai mentionnées, donc le groupe des lanthanides, que je vous ai mise en lumière dans le tableau périodique des éléments. On retrouve ici le gallium et le germanium en jaune et en orange. L'importance sur ce graphe, qu'est-ce que vous voyez? Le fromage le plus gros, donc qui a la plus grande diversité de couleurs et la plus grande taille, eh ben, ça nous vient de Chine. Ça veut dire que la majorité des éléments que nous utilisons dans l'industrie française proviennent de Chine, notamment les terres rares. Alors là, ça date de quelques années, on est à hauteur de 95%, c'est un tout petit peu baissé parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite assez récemment et du coup, l'Europe, mais également les États-Unis et l'Australie essayent d'aller chercher ces éléments ou lancent des grands programmes de recherche industrielle ou académique pour aller chercher ces éléments sur leur sol, donc pour gagner en souveraineté. Voilà. En termes de quantité de matière nécessaire, juste pour revenir sur même les métaux de base, vous voyez ici une photo d'une des plus grandes mines de cuivre qu'on trouve aux États-Unis. En un siècle, il y a 6 milliards de tonnes de roches qui ont été extraites et 18 millions de tonnes de cuivre qui ont été produits. Si vous voyez l'échelle, ici, vous avez un petit camion. Ce petit camion qu'on retrouve ici, avec les gens qui travaillent dans cette mine. Alors, vous ne me voyez pas, je suis derrière un ordinateur. Moi, je fais 1m60, donc je suis à peu près le moitié gabarit de ces gars. Voilà. Donc, ce trou qui est énorme, qui fait plusieurs kilomètres cubes, a généré 18 millions de tonnes de cuivre en un siècle. Et il faudrait 7 à 15 trous nécessaires pour produire du cuivre pour la transition énergétique. Ça vous montre, c'est une autre manière de montrer cette quantité absolument faramineuse de métaux qu'il faudrait pour cette transition énergétique. Le cuivre, notamment utilisé pour les éoliennes qui sont offshore, pour ramener l'électricité qui reste à terre. Un autre point qui est assez important, c'est que l'humanité a trouvé les gisements
qui est très concentré, donc là, c'est l'axe X, vous avez la concentration des gisements. En général, c'est quelques pourcents. Là, vous avez 3%. Donc, pour 100% de roche, vous avez 3% de cuivre. Et l'énergie nécessaire, et on reviendra là-dessus, l'énergie nécessaire pour sortir ce cuivre depuis sa matrice de son carcan minéral. Et en fait, dans pratiquement tous les éléments, là, c'est un exemple pour le cuivre, les gisements qui sont fortement concentrés sont épuisés. Ça veut dire qu'actuellement, on va chercher ces métaux à des faibles concentrations. Moins de 1%, souvent proche de 0,5. Et plus on va essayer de chercher, extraire ces métaux, le cuivre et les autres métaux, d'un carcan minéral alors qu'ils sont très dilués, plus il faut d'énergie pour extraire. Donc ça pose un autre problème. Comment on fait cette énergie pour extraire ces éléments chimiques depuis leur matrice minérale? Et finalement, avant de passer à me faire un petit focus sur les éoliennes, un autre point où on pourra rediscuter peut-être pendant les questions, on parle beaucoup du recyclage, le recyclage des métaux, notamment dans la mine urbaine, les matériaux qui sont en fin de vie. C'est de nouveau un tableau périodique des éléments qu'on veut retrouver avec une code couleur. Les métaux qui sont en bleu sont recyclés à 50%, c'est-à-dire qu'on sait les recycler, on sait les collecter, on sait les recycler. Des métaux de base comme le fer, le nickel, le cuivre, le zinc sont très bien recyclés, sont recyclés à 50%. Mais j'attire votre attention sur toutes ces cases qui sont en rouge, et quand même, ce tableau périodique, il est assez rouge. Ces éléments sont recyclés à moins de 1%. Et là, on retrouve ces terres rares ici, là. C'est tout, donc les lanthanides dont je vais parler un tout petit peu après. Le germanium, le gallium et l'indium, dont je vous ai parlé avant, sont pas recyclés. Donc ça peut être peut-être dans les questions pour en rediscuter, mais je voulais attirer votre attention là-dessus. Donc au final, comment on fait? C'est une diapo que j'aime bien. C'est un collègue, Olivier Vidal, qui est enseignant plutôt chercheur à l'Université de Grenoble, qui a déjà écrit il y a une quinzaine d'années que simplement la transition énergétique va simplement replacer une ressource non renouvelable, l'énergie fossile, par une autre, les métaux et les minéraux. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est en musique de fond de cette transition énergétique, si vraiment elle est très techno-orientée. Mais nous avons des choix de société à faire parce que tout n'est pas joué d'avance. L'ADEME, notamment, donc l'Agence de la transition énergétique, qui a réfléchi notamment à différents scénarios énergétiques dont vous avez peut-être parlé en classe ou pas. Et ces scénarios énergétiques, ils vont mettre plus ou moins en tension ces ressources minérales. Notamment, il y a des scénarios énergétiques, il y en a 4 principaux. Donc, c'est des scénarios énergétiques qui se basent sur les différentes technologies, mais aussi nos comportements, nos choix de société, les enjeux de la sobriété, etc., de la consommation, de nos comportements. Entre un pari réparateur qui serait basé sur des technologies que l'humanité ne maîtrise pas, le déploiement des technologies vertes, donc ces scénarios sont très technocentrés, mais il y a aussi des scénarios qui sont plus basés sur la sobriété, les changements de nos comportements. Donc, on a encore le choix. Et c'est important que, de manière collective, nous nous renseignions sur ces choix et les tenants et les aboutissants de ces différents choix. Donc voilà, j'ai un peu dévié de ma compétence principale, mais c'est important de voir nous sommes tous acteurs de cette transition énergétique. Alors, un petit focus dans les 5 dernières minutes qui nous restent, un petit focus sur les différents types de métaux qu'on a besoin pour faire des éoliennes, et après sur les ressources minérales qu'on peut avoir dans certaines régions. En Occitanie, moi je suis en Occitanie. Alors, l'attention sur en fonction des technologies, on n'a pas du tout besoin des mêmes métaux. Par exemple, pour fabriquer l'éolienne, il faut beaucoup de iron, c'est du fer. Mais également, il faut du cuivre et une panoplie d'autres métaux comme de l'aluminium, du chrome, du plomb. Pour des panneaux solaires, c'est complètement différent. On retrouve un peu cette même information sur un graphe où on a la quantité d'énergie de métaux nécessaires
par mégawatt d'énergie générée, donc en kilogrammes par mégawatt. Donc, c'est sur cet axe X. Et en fonction des différentes sources d'énergie. Les différents codes couleurs que vous voyez ici à droite correspondent à différents métaux. Alors, la première chose, c'est que les gaz naturels, le charbon, n'ont pratiquement pas besoin de métaux. Par contre, là, on retrouve onshore, offshore wind, donc c'est les éoliennes. Les éoliennes, notamment les éoliennes en mer, ont besoin d'énormément de quantités de métaux, de pratiquement 16 000 kg par mégawatt installé sur les éoliennes et sur les panneaux solaires. On voit qu'entre éoliennes et panneaux solaires, les codes couleurs sont complètement différents. C'est-à-dire qu'il faut des métaux qui sont différents. Sur les panneaux solaires, il faut plutôt de la silice, alors que sur les éoliennes, il faut plutôt du cuivre et du fer. Mais également, alors je vais revenir sur cette diapo, en orange, les rares, les fameuses terres rares qu'on a besoin, notamment dans les aimants permanents de certaines éoliennes. Alors, je vais vous parler de 2-3 diapos des terres rares parce qu'on en parle dans les médias. Donc, les terres rares, en fait, c'est un autre nom pour dire oxyde. Ils sont trouvés sous forme d'oxyde dans les minerais. Et rares parce qu'il y a eu peu de gisements découverts en Europe. Et alors que leur abondance dans la croûte terrestre, elle est proche de celle du cuivre, à peu près 50 parties par million. Et elles sont très difficiles à séparer des unes des autres. Donc, c'est le groupe des lanthanines, du lanthanum à l'ytterbium. Ils sont très difficiles à séparer des unes des autres. On les trouve dans des minéraux qu'on appelle la monazite. C'est la photo du minéral qui est en fond de cette diapo. C'est un phosphate de terres rares. Donc, il y a du phosphore et des terres rares. La demande en terres rares, elle ne cesse d'augmenter depuis les années 2000. Donc, pareil, ce graphe, c'est le temps en axe X depuis les années 2000. Et en axe Y, c'est des milliers de tonnes d'oxyde de terres rares nécessaires. Donc, cette demande, elle a augmenté. Vous voyez cette augmentation croissante depuis les années 2000 parce que ces technologies, notamment les éoliennes, les voitures électriques, tout ce qui est aimant permanent, a besoin de ces fameuses terres rares. Alors actuellement, sur les éoliennes à terre, il n'y a plus de terres rares. Mais sur les éoliennes en mer, notamment pour des raisons de maintenance, elles contiennent toujours des terres rares. Des terres rares en assez grande quantité, ça peut atteindre pour certaines éoliennes 200 kg de néodyme. Le néodyme, c'est une des terres rares, donc elle doit être séparée des autres. 200 kg de néodyme, alors que dans la croûte terrestre, on en trouve 50 parties par million. Donc, si vous prenez une grande ville comme Marseille de 1 million d'habitants, il y a 50 individus de néodyme, alors qu'il en faut 200 kilos pour fabriquer une éolienne. Donc, on reviendra dans les questions, si vous voulez, sur des questions de concentration et processus de concentration géologique ou métallurgique. Mais j'aimerais continuer dans les 5 dernières minutes qui me restent. Donc, pourquoi les terres rares ? Il y a eu, alors en France, en Europe, il y a très peu de mines qui sont, en France, il n'y a pas de mines qui sont vertes. Alors, il y a un débat qui a été fait sur la mine de lithium, vous l'avez peut-être entendu, on en parlera peut-être dans les questions, mais plus spécifiquement sur les terres rares, il y a eu des effets d'annonce en 2023 sur la mine de Kiruna, qui est dans le nord de la Suède. Et en juin 2024, il y a eu une annonce de l'ouverture d'une mine dans le sud de la Norvège. Alors, à chaque fois, ça a été le mot de découverte a été utilisé. Mais en fait, pour nous, les géologues, c'était des gisements que nous connaissions déjà depuis longtemps. Et dans les deux cas, ce sont des mines qui sont déjà exploitées pour d'autres éléments. Kiruna, c'est pour le fer, notamment. Et donc, c'est au niveau économique, le LKAB en Suède, à Kiruna, a décidé que c'était économiquement viable d'ouvrir une chaîne métallurgique pour y extraire les terres rares. Donc attention à ces effets d'annonce. Géologiquement parlant, c'est des gisements qu'on connaissait. C'est juste toujours une notion de rentabilité de l'exploitation qui fait que certains gisements vont être exploités ou non. Alors, 2 dernières diapos pour finir sur les ressources minérales qu'on peut trouver chez nous en France. Alors moi, je suis en Occitanie. Donc, je vais vous donner juste 2-3 petites
idées de ce que peut trouver en Occitanie. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, certaines classes d'entre vous sont aussi en Occitanie, à Montpellier. Dans l'ancienne mine des Malines, dans le Gard, c'est à 30 km au nord de Montpellier, vous avez encore toutes les installations industrielles qui sont à l'état de ruine des anciennes mines de plomb et de zinc, avec actuellement encore 300 km de galeries, bien sûr fermées au public, qui était une énorme exploitation de plomb et de zinc. En termes de cartographie, tous ces codes couleurs, si on change un peu d'échelle à une échelle de carte, vous avez Montpellier ici, Alès, Béziers, Narbonne, Millau. Et tous ces codes couleurs correspondent à différents éléments chimiques. Alors, j'attire votre attention sur le bleu clair, c'est le zinc. Le zinc qu'on trouve notamment dans l'arrière-pays de Montpellier, ici, vers Le Vigan, où on peut retrouver cette mine, la mine des Malines, qui est à 30 km au nord de Montpellier. Donc, richesse notamment d'anciennes mines, de mines historiques de plomb et de zinc, mais également on a des richesses des anciennes mines d'aluminium, de la bauxite. En vert, vous avez le manganèse, l'étain, SN. Vers la Montagne Noire, vers l'Odève, vous avez de l'antimoine, du plomb, du barium, des anciennes mines de cuivre, de fluor. Et aussi vers Carcassonne, toute une série de vignettes qui indiquent des richesses en différents de gisements, différents éléments. Alors souvent, c'est soit des gisements géologiques qui sont connus de manière géologique, soit c'est des mines historiques. Et si on dézoome à l'échelle de la France métropolitaine, le potentiel minier, les ressources minérales, donc ils ont été écartés par le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, alors principalement pour les métaux de base et les métaux et minéraux de base, la barytine, l'antimoine, l'étain, le tantal, le niobium, la fluorine, le molybdène, l'or, les paillettes jaunes. Et j'attire à nouveau votre attention sur le plomb, le zinc. Donc, si vous regardez cette carte de France, toutes ces pastilles représentent des gisements avec différentes tailles du symbole qui représentent différents potentiels. Et on retrouve tous ces gisements dans des anciennes chaînes de montagnes, notamment ici, vous voyez ici la partie centrale de la France, c'est le Massif central. Le Massif armoricain et les Pyrénées. Donc là, actuellement, le BRGM est en train de revisiter ce potentiel minier, notamment pour les petits métaux dont je vous ai parlé, les terres rares, le germanium, le gallium, l'indium, etc. Voilà, donc où que vous soyez en France, il y a un potentiel, notamment en ressources minérales, notamment dans les anciennes chaînes de montagne. Finalement, je vais finir cette présentation pour vous montrer que je suis actuellement, j'ai un projet de recherche qui me permet donc financé par l'Agence nationale de la recherche, dans cette optique on va dire, de souveraineté. Alors moi, je suis très en amont dans les processus géologiques qui concentrent différents métaux. Et plus spécifiquement, je vais revisiter des anciennes mines de plomb et de zinc. Là, vous voyez des bâtiments désaffectés de la mine des Malines dans le Gard, donc à 30 km de Montpellier. J'essaie de comprendre le rôle de la formation des chaînes de montagne, à l'échelle de l'affleurement, mais aussi à l'échelle du minéral. De la formation des petits métaux, le germanium et le gallium, l'indium, qu'on peut retrouver dans ces anciennes mines de plomb et de zinc et qui n'ont jamais été cherchées, notamment en France métropolitaine. Donc c'est un gros projet, là vous avez c'est un gros projet, le bandeau qu'on a créé, où on va en quelque sorte, on va étudier la géologie, les différents veines avec différents minéraux pour trouver ces petites pépites riches en germanium et gallium et indium dans ces minéraux de plomb et de zinc. On va revoir les terrils miniers qui ont été exploités, mais on a aussi tout un aspect d'interaction avec les populations qui vivent autour, avec des aspects de sciences humaines et sciences sociales, d'où l'intérêt de la recherche qui est très transverse et interdisciplinaire dans ces aspects de ressources minérales pour la transition énergétique. Merci de votre attention et
Et j'ouvre pour les questions. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, on va laisser 1 ou 2 minutes là, parce que le temps avance. 1 ou 2 minutes pour les participants à se concerter. Posez vos questions dans le chat. Moi, j'ai quelques questions néanmoins en réserve. Et, avant de redémarrer la séance des questions, moi, j'aimerais revenir sur la première diapo. Voilà, c'était celle-là que je trouvais particulièrement intéressante. Et j'ai une question à te poser pour lancer la discussion. Voilà, comme ça, tu peux aussi te rafraîchir la gorge avec un liquide. C'est vrai, quand on parle, hein, ça se dessèche. Voilà, on va reprendre dans 1 minute. Voilà. Et apparemment, ils sont en train de saisir les questions, donc c'est très bien. C'est toujours utile d'avoir un petit temps. Il On y peut a une se question sur les recentrer. fonds océaniques. Il y a une question sur les fonds Oui, océaniques. oui, oui, je l'ai vu. T'inquiète pas, tu l'auras. Alors, on laisse les enseignants. Alors, c'est monsieur ou madame Barvec. J'ai eu du mal à lire. Enseignant SVT. Là, ce sont des collégiens, apparemment, qui posent des questions. Voilà. Bon, ben, on va revenir là-dessus. Alors, on y va, Bénédicte. Moi, j'aurais voulu qu'on reprenne cette diapo et que tu nous l'expliques un peu plus en détail. Comment on a pu justement construire, hein, ces prévisions, à partir de quoi et comment ces projections sont élaborées. Alors, c'est des projections de l'Agence internationale de l'énergie qui, en fait, dans la deuxième partie, je vous ai parlé un petit peu des éoliennes qui a principalement besoin du fer, du cuivre, les panneaux solaires. Les panneaux solaires qui a besoin plutôt du silicium, des choses comme ça. Et en fonction des mix énergétiques qui sont choisis, X% de nucléaire, d'éolien, de panneaux solaires, pour avoir des technologies qui aient on va dire un réchauffement climatique qui soit limité. C'est ces différentes combinaisons qui ont été calculées pour avoir ces quantités de métaux nécessaires. Donc, c'est à partir des graphes, notamment celui sur l'éolien que je vous ai montré avant. Il y a un très bon rapport d'Agence internationale de l'énergie qui a été fait, qui quantifie un petit peu ces quantités de métaux nécessaires par type de technologie. Et ils ont fait des mix, donc c'est des prévisions. L'important dans ce graphe, c'est surtout que quel que soit le scénario qui soit choisi, c'est qu'on est en augmentation drastique. Donc ça, c'est un constat Si incontournable. on choisit des scénarios qui sont basés sur les technologies avec une demande énergétique qui reste constante. Sachant que même la courbe verte, Oui. malgré tout, il y a une augmentation. C'est-à-dire que s'engager dans de nouvelles sources d'énergie, ça signifie qu'il faut augmenter nos ressources minérales. Oui. Quel que soit le scénario dans lequel on s'engage. Oui. D'accord. Alors voilà, tiens, des questions. Alors pourquoi ne pas rester du coup et ne pas, alors rester, on reste pas parce qu'à l'échelle internationale, on n'est pas à 100% nucléaire, mais alors pourquoi pas faire le choix du nucléaire, du tout nucléaire? Donc moi, mon métier, c'est pas de choisir. Mon métier, c'est de donner les chiffres pour que les décideurs puissent prendre des décisions qui sont éclairées. Donc je ne répondrai pas à cette question, qui est plutôt une question, je pense, d'ordre politique. Ce que je voulais mentionner, c'est que on a notamment les choix des scénarios de l'ADEME, ils sont importants à prendre conscience. Je vois la question, pourquoi avoir proposé cette vision?
c'est important de faire des choix éclairés et qu'on a encore le choix. C'est pas parce qu'on nous dit il faut absolument faire ci, il faut absolument faire ça. Collectivement, donc mon métier, c'est de donner les chiffres plutôt par rapport à mes connaissances, notamment en géologie, pour que les décideurs à court, moyen, long terme puissent prendre des décisions collectives qui soient éclairées. Donc, Alors, quand tu dis donner les chiffres, puisque tu as fait référence à ton programme de recherche actuel, ça veut dire pouvoir définir le potentiel de telle ou telle ressource minière sur le territoire français. oui, C'est quand même ça. Là, il y a là quand même la question de la souveraineté en toile de fond. oui, oui, Bon, alors effectivement. juste, ouais, ok. Donc du coup, je vais te poser la question du domaine maritime, puisque la France est le second domaine maritime au niveau international. Est-ce que le domaine maritime peut être le lieu de ressources minières? Alors, dans les domaines maritimes, c'est vrai que la France a un très grand espace maritime. Il y a des roches, notamment qui s'appellent des nodules polymétalliques, qui sont localisés dans les fonds marins. Ces nodules polymétalliques peuvent contenir notamment du nickel, du cuivre, des choses comme ça. Lors de l'annonce de France 2030, le président Macron en 2021 a annoncé qu'il allait chercher et regagner une souveraineté en allant chercher ces métaux au fond des océans et dans les météorites. Donc c'est un narratif qui a été utilisé parce que ça paraît sexy, c'est hyper technologique et tout. Après, donc oui, il y a certaines ressources qui sont localisées dans les fonds marins. Par contre, on ne sait absolument pas quels sont les impacts sur la biodiversité. On n'a pas les technologies pour aller exploiter ce type de ressources. Donc, ça fait un peu partie des scénarios qu'on mettrait dans le pari réparateur de l'ADEME. Donc, c'est des choses qui font rêver, mais pour lesquelles on n'a pas forcément les technologies. Et la quantité d'énergie nécessaire, j'ai mis un graphe un petit peu compliqué à un moment donné. Cette quantité d'énergie nécessaire pour aller chercher ces métaux, eh bien, elle va être très importante. Donc, comment on fait de l'énergie, c'est un petit peu l'histoire de la poule ou l'œuf. Donc, oui, il y a des ressources dans les fonds polymétalliques et la France a un très grand domaine maritime. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Je propose, et personnellement, moi, j'axe mes recherches plutôt sur revisiter. C'est pour ça que j'ai tenu à présenter mon projet de recherche actuellement. Revisiter des anciennes mines, donc des mines historiques. C'est déjà des endroits qui sont anthropisés, voire pollués. Certains sont certainement pollués. Les anciennes mines de plomb et de zinc, on peut avoir des contaminants comme du cadmium, de l'arsenic, du mercure. Donc moi, ce que je propose, c'est allons dans un premier temps revisiter tout cet essaim de petites mines de plomb et de zinc, de mines historiques en France, et de voir quelles sont les concentrations, les quantités, les volumes qu'on pourrait retrouver chez nous en France. Alors, c'est spécifique au germanium, au gallium et en indium. La recherche fondamentale, ça prend du temps. On est là à chercher vraiment les causes, les processus, les causes des concentrations, quels sont les minéraux porteurs. Donc, ça nécessite du temps et des analyses. Ce projet démarre et il y a actuellement un étudiant en thèse qui finira dans 3 ans. Donc, dans 3 ans, on connaîtra plus précisément les quantités et les volumes disponibles en France, en germanium et en gallium et indium, dans ces espaces qui sont en quelque sorte déjà anthropisés. Donc, moi, je ne suis pas pour aller réexplorer des endroits complètement vierges. Revisitons d'abord ce qu'on a sur place. Alors, ce n'est pas hyper sexy parce que en France, on a quand même une certaine densité de population, donc on va forcément être très proche des gens qui habitent à côté. Donc, ça nécessite des débats, mais ces débats sont nécessaires. Je reviens sur cette histoire du nucléaire. Finalement, on a aussi besoin de ressources minérales. Ça fait partie des champs d'études du labo? Alors, l'uranium, oui, traditionnellement, rechercher l'uranium, c'est un métier de géologue. Mais l'uranium, il y en a besoin en tellement faible quantité qu'on n'est pas, il n'est pas sous tension à ma connaissance. Alors, une question justement sur la connaissance qu'auraient les décideurs politiques de ce besoin que nous avons justement de terres rares et de
de cette dépendance que nous avons à l'égard principalement de l'Asie concernant les besoins Alors, en quelque sorte, en différents minerais. Oui. alors, au plus haut niveau, le président, comme relancer l'inventaire des ressources minières en France, c'est 70 millions. C'est relancé l'année dernière. Je connais bien la collègue qui pilote ça. Donc, il y a à très haut niveau, il y a une connaissance qui est là. Et petit à petit, je participe aussi et mes collègues participent aussi à la formation. Il y a une formation pour les cadres de l'État à la transition écologique et ce type de conférence, comme je vous ai fait aujourd'hui, fait partie de cette formation. Donc petit à petit, il y a une prise de conscience qui se fait. Je suis dans un groupe de travail national aussi qui travaille à créer des documents pour les décideurs. Donc il y a une prise de conscience qui pour moi était assez rapide dans les quelques dernières années. Et petit à petit, cette connaissance, elle se dissémine et dans le grand public et au niveau des décideurs. Et moi, je pense que ça fait partie aussi de ma responsabilité sociale de communiquer à différents niveaux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Eh bien, tu réponds ainsi à la question qui était posée par les collégiens. Pourquoi cette visio-là? Comme ça, les choses là sont bien claires. Il y avait une autre slide où tu as présenté l'augmentation du nombre d'éléments chimiques et minéraux qu'on utilise. Alors, quelle est la raison, l'explication de cette augmentation Alors, du nombre et de variété? Voilà. Alors en fait, ces métaux ont des propriétés qui sont très spécifiques. Alors là, je suis déjà en train de glisser sur un domaine qui n'est plus le mien. Moi, je suis géologue, je sais où trouver certains métaux dans certaines roches. Au niveau des technologies, c'est plutôt les chimistes et les physiciens qui travaillent sur les différents éléments chimiques qui sont nécessaires pour les différentes technologies et notamment leur substituabilité. Il y a pas mal de collègues chimistes qui travaillent aussi sur la substituabilité dans les technologies au niveau des terres rares parce qu'elles ont des propriétés physico-chimiques qui permettent de rendre beaucoup plus efficaces les aimants permanents, par exemple. Et chaque élément permet d'optimiser les technologies. L'indium, il sert notamment dans tout ce qui est écran tactile, le germanium dans les catalyseurs, les fibres optiques et tout ce qui est fibre optique, le domaine militaire également. Gallium, il y a des panneaux solaires avec des galliums qui sont beaucoup plus... Non, il y a des panneaux solaires avec du gallium qui sont beaucoup plus efficaces. Donc ça, ce serait même plus une question pour les physiciens et les chimistes qui développent ces technologies. Mais c'est leurs propriétés physico-chimiques qui sont très spécifiques, qui nous permettent de faire avancer les technologies. Tu nous as montré la carte justement des besoins en ressources minérales de la France, mais on a des cartes à l'échelle internationale qui La montrent carte des justement. besoins ou la carte des ressources? C'est l'avant-dernière diapo? Non, la carte des besoins, celle qui montrait justement qu'on était dépendant, par exemple, de la Ah Chine oui, en ce qui concerne. la map monde Voilà, mondiale ou avec les voilà la chromages map des monde. différentes couleurs. Oui, mais ça, c'est relativement aux besoins donc du territoire français. Est-ce Oui. qu'on a une carte qui montre justement ces besoins, mais à l'échelle de tous les pays, pour qu'on se rende compte que Alors, les besoins sont quand même pas les mêmes? Alors, c'est clair qu'un pays comme l'Australie, moi récemment, j'ai eu la chance d'avoir un projet pour financer 1 an et demi où j'ai passé 1 an et demi en Australie à l'université de Sydney. L'Australie est un pays minier, c'est le fleuron de l'économie australienne et donc ils ont beaucoup plus de métaux et de minéraux, notamment des métaux de base. Donc une carte comme ça, c'est pas du tout pas la même chose en Australie. En théorie, en pratique, des éléments comme les terres rares. Alors il y a un gros potentiel en terres rares en Australie, mais ils sont restés sur les métaux de base jusqu'à il y a très 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 récemment. Ils les importaient de Chine aussi, donc le fromage a représenté la même chose. Cette carte, elle ne représente pas le potentiel géologique. Elle finalement reflète un peu le marché mondial de ces métaux. Mais si l'Australie ou les États-Unis qui ont ou le Canada ont des potentiels miniers qui sont très grands, on va dire, par rapport à la France ou à l'Europe, ces cartes, s'ils exploitaient un maximum ce qu'ils avaient chez eux, elles ressembleraient pas du tout à ça. Alors justement, tu as parlé aussi de ce programme d'études des mines donc, qui sont désaffectées. Comment on évalue le potentiel de ces sites? Ça, là, on est sur le travail du géologue, hein.
Ouais. Alors, le travail du géologue, sur les métaux de base, par exemple, le plomb et le zinc, on retrouve des minéraux qu'on peut reconnaître sur le terrain. Donc, je peux aller sur le terrain et reconnaître des minéraux, notamment le sulfure de zinc qui s'appelle la sphalérite ou la blinde dans le jargon. Le sulfure de zinc. Donc, si je vois un minéral qui contient du zinc, si je vois du quartz, je sais que la roche contient de la silice. Si je vois du sulfure de zinc, qui est la blinde, donc c'est un minéral de plusieurs centimètres qui a une forme répétitive, une dureté, une couleur que je peux reconnaître macroscopiquement. Par contre, ces petits métaux, eh ben, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, une fois qu'on était sur le terrain, je découpe à la scie, donc je fais des petites couches minces, des lames minces. Peut-être qu'en bio, vous en faites aussi un peu des lames minces. Donc des couches minces qu'on pose sur une lamelle de verre qui fait 30 microns d'épaisseur, qu'on commence à regarder au microscope. Donc là, je ne les vois toujours pas, ces petits métaux comme le germanium, le gallium et l'indium. Je ne les vois toujours pas. Et après, ces lames minces, on peut les mettre dans des machines, différentes machines qui permettent d'avoir la chimie des minéraux à toute petite échelle. C'est des machines qui sont basées sur une interaction d'un faisceau électronique avec la matière, avec la lame mince, notamment des microscopes électroniques à balayage ou des microsondes. Donc, à l'échelle de quelques microns, on peut avoir la chimie qui est spécifique en éléments majeurs, mais aussi en éléments traces, pour avoir la composition chimique de ces éléments à toute petite échelle. Donc, il faut beaucoup de temps, il faut aller sur le terrain, il faut faire les lames minces, il faut regarder bien les minéraux et après faire des analyses chimiques pour essayer de localiser d'abord à l'échelle du minéral ces éléments. Par exemple, il y a 2 ans, avec un étudiant, j'ai découvert, donc en faisant ces séries d'analyses chimiques, que dans certaines sphalérites du Massif central, il y avait jusqu'à 10 000 parties par million d'indium. C'est absolument énorme. Dans certaines zones qui sont localisées à d'échelle de plusieurs micromètres. Donc, on commence par comprendre à l'échelle du minéral et après, on extrapole à l'échelle du gisement, à l'échelle de la région, pour voir les volumes aussi de roches qui sont disponibles pour faire en quelque sorte des bilans de masse et comprendre les processus de localisation. Là, cet endroit riche en indium, c'était un seul endroit, une seule mine, toute seule d'à côté, non. Pourquoi? C'est mon job d'essayer de comprendre pourquoi certains endroits sont enrichis et d'autres non. Et du coup, ensuite, tu es capable d'évaluer le potentiel donc, du site, c'est ça? En termes de volume et de concentration, Ouais. oui. Très concrètement, ça veut dire que vous partez à plusieurs en équipe, vous restez plusieurs jours sur un même site, vous descendez dans la mine? On descend dans la mine. Techniquement, il y a beaucoup d'affleurements qui sont déjà en surface. Nous, on n'est pas... On est un organisme public, on descend avec les autorisations dans les mines où on peut. Il y a beaucoup d'affleurements qui sont en surface aussi. Alors, ce n'est pas les plus concentrés, mais ils sont en surface. Alors, ce projet, il commence actuellement. J'ai un étudiant en thèse qui est en thèse CIFRE, qui est à moitié à l'université et à moitié dans une entreprise. Avec l'entreprise, elle demande les autorisations pour rentrer dans les sites souterrains. Dans ce cas-là, on peut rentrer, on peut évaluer plus précisément. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est d'évaluer les volumes des terrils miniers qui sont en surface. Donc ceux-là, ils ne sont pas en profondeur, ils ne sont pas dans les galeries, ils sont en surface. Parce que ces terrils, ils ont déjà été broyés, concassés et laissés sur place parce qu'on ne cherchait pas forcément ces métaux à l'époque. Donc dans un premier temps, on estime les volumes des digues de terrils qui sont souvent des sources de contaminants aussi. Donc, ça fait en quelque sorte d'une pierre deux coups. Regardez où sont les contaminants pour réfléchir en termes de réhabilitation et d'exploitation de la ressource dans ces terrils. Donc, première étape, c'est d'abord les terrils miniers. Ce qui est sous terre, c'est une deuxième étape. Et on ne peut pas aller sous terre comme ça. D'accord. Alors, une question très générale, est-ce que la France pourrait être autonome en matière de ressources minérales? Alors ça, c'est une question qui est très générale. Ça va dépendre des types d'éléments chimiques. On ne retrouve pas dans une roche miracle où on aurait tous les éléments chimiques du tableau périodique. L'eau potentielle, germanium, gallium, indium dans le plomb zinc, on a de quoi travailler pour évaluer la ressource. Est-ce qu'on sera autonome? Je ne peux pas vous le dire maintenant. Je vous le dirai peut-être dans 3 ans. Ça va dépendre aussi des changements des technologies. À l'inverse, des éléments comme les terres rares. Les terres rares, en France, on n'a pas de roches qui ont des terres rares.
Donc, on ne sera certainement pas autonome à l'échelle française pour les terres rares. Par contre, à l'échelle européenne, il y a un gros potentiel dans tout le bouclier scandinave. Norvège, Suède, Finlande. Et ça, on peut dérouler tous ces éléments, essayer de réfléchir, regarder les cartes. Là où on en parle beaucoup, et là, le paquet est pas mal mis en France, sur le lithium. Vous avez peut-être entendu parler de la mine de lithium à Beauvoir, dans le Haut-Allier, qui est en fait, donc le lithium, on en a besoin pour les batteries des véhicules électriques. Et donc, c'est sur une mine, c'est un granit. Actuellement, c'est une mine de kaolin. Donc, c'est exploité pour des argiles. Et l'entreprise va creuser plus en profondeur pour aller trouver le granit qui est sain. Et ce granit, il est enrichi en lithium. Pareil, on le sait depuis assez longtemps en termes de géologie, qu'il y a des concentrations anormales en lithium dans les micas des granites. Mais c'est que récemment que cette idée d'exploitation a été lancée. Alors, est-ce que tu es en relation avec Aurore Stéphan? C'est une dame que je ne connais pas, hein, qui tente de rendre public les problèmes miniers actuels. Je ne la connais pas personnellement, mais tout le travail qu'elle fait avec son association qui est Systex est vraiment formidable. Elle a beaucoup de documents qui sont très, très intéressants. Donc, oui, je ne la connais pas personnellement. Oui. Ouais, il faudrait qu'on mette à disposition le site, alors. D'accord. Systex. Alors, il y a une question aussi là, pertinente. Hein, c'est pourquoi, alors j'imagine qu'on doit le faire, mais pourquoi on ne travaille pas à réduire la quantité de ressources minérales nécessaires justement pour la construction des dispositifs liés à l'énergie renouvelable? Ouais. Là, on glisse sur un terrain qui n'est plus le mien. Des chimistes, lui, travaillent sur la substituabilité de certains éléments. C'est-à-dire, est-ce que les terres rares, on peut, dans certains cas, dans certains éléments permanents, les remplacer par quel élément? Alors, on peut le remplacer par du cadmium, c'est super polluant, donc c'est peut-être pas génial. Donc, il y a des gens qui travaillent sur cette substituabilité. En termes de volume, pour fabriquer le mât d'une éolienne, il faut faire de l'acier. Il faut, sans oublier le socle en béton. Voilà. Donc, oui, il y a des gens qui travaillent sur la substituabilité, mais le vrai levier, c'est en quelque sorte la sobriété, c'est les comportements. De diminuer c'est les scénarios 1, les générations frugales, les vrais leviers, en quelque sorte, ils sont là. Et c'est important pour les jeunes aussi qu'ils entendent ça. Tout à fait. Alors, une dernière question technique, là, est-ce qu'il y a un isotope radioactif néodyme dans les éoliennes? Non, le néodyme n'est pas radioactif. Par contre, dans le minéral que je vous ai montré en filigrane qui contient beaucoup de terres rares, ça s'appelle la monazite. Donc, c'est un phosphate de terres rares. Dans certains gisements, alors pas dans tous les gisements, dans certains gisements, ils sont associés à l'uranium et au thorium. Et donc, il y a des problèmes de radioactivité de ces minerais, mais pas une fois que le métal est séparé, non. Bon, voilà, on arrive au terme et je vais te poser la même question qu'à Cécile. On est très heureux de montrer à nos participants qu'il y a des femmes scientifiques très impliquées dans la recherche. Dans ton labo, c'est comment? Je vais répondre exactement pareil que Cécile. Je me suis connectée à peu près à ce moment-là. Donc, il y a une bonne parité dans les études, au niveau maître de conférence, au niveau des étudiants et étudiantes en doctorat. Par contre, au niveau des professeurs d'université, DR, chez nous, il y a une femme qui est passée prof l'année dernière. Sinon, sur 10 personnes, c'est que des hommes. Voilà. En tout cas, donc, on peut souligner ce constat qui nous indique qu'il reste encore un peu de travail à faire. Effectivement. Un grand merci. Un grand merci à toi, Bénédicte, pour cet exposé très clair et puis d'avoir répondu aux différentes questions. Donc, on remercie les participants aussi pour cette présence à donc, ces 2 interventions pour le lancement de ces journées nationales. Et on se retrouve cet après-midi. On se retrouvera à 14h avec Christophe Delacour qui va nous parler de l'érosion et la submersion des zones littorales. Voilà, donc on vous dit à tous bonne journée, bon appétit, et puis Bénédicte, j'espère à bientôt. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.